Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 46 de la Postcaf, un podcast de Good Manufacturing Podcast présenté par l'Académie de la qualité efficace. Pourquoi aïe aïe aïe, il était vachement bien mon intro. Ah, il y a un petit peu des... Tu t'es pris un peu les pieds dans le tapis, mais pas beaucoup. Petit bafouillement. Moi, je t'invite à essayer de dire cette phrase, elle est pas facile à dire. Ouais, non, t'as raison. Alors, aujourd'hui, on se retrouve. On avait fait après l'épisode de la semaine dernière sur, c'est marqué dans les BPF, le dernier épisode de l'annexe 16. On se retrouve aujourd'hui pour parler de quoi, Arnaud ? La qualité. De la qualité. C'est exactement ça. On va se mettre dans le cerveau d'un qualiticien. Essayer de décrypter un peu ça, les modes de fonctionnement et voilà, un peu les peurs, les craintes et en même temps les atouts, etc. Et essayer de... c'est un peu un building public, quoi. C'est comment est-ce qu'on peut aider les qualiticiens à... Parce qu'on travaille beaucoup sur changer la culture qualité sur le terrain, mais je pense que c'est intéressant aussi de s'interroger sur comment est-ce qu'on change la culture qualité des qualiticiens. Voilà. C'est vrai. J'ai bien Parce qu'on résumé. retrouve souvent... Ouais. Ouais, c'était vachement bien. Et c'est parce on retrouve souvent, je trouve, des traits communs aux qualiticiens. Et comme je l'avais dit, je sais plus quand, finalement, les qualiticiens en France, c'est des pharmaciens formés dans les facs de pharmacie. Qui sont inspectés par les inspecteurs de l'ANSM avec le référentiel. Ouais, pas tout. Ouais, ANSM ou ANSES. Non, mais pas tout le temps des pharmaciens. Ouais, enfin la grosse moyenne, quoi. Enfin. Oui, la grosse majorité. Grosse majorité. Et avec le même référentiel. Et finalement, quand tu mets tout ça dans la même boîte et tu secoues, ça fait toujours quasiment les mêmes résultats qui sortent, quoi. C'est ça. Tu peux te dire, est-ce que c'est le profil qui fait que la personne choisit ce métier ou est-ce que c'est le métier qui fait que la personne devient comme ça et ce profil ? C'est une super bonne question. Moi, c'est une très bonne question et moi, à mon sens, alors je l'ai déjà dit plein de fois, j'aime bien l'adage de tu prends une bonne personne, tu la mets dans un mauvais système, c'est le système qui gagne. Et je pense que, mais malgré tout, je pense qu'on est un peu entre les deux. Alors, moi, je suis pharmacien, j'ai une formation en qualité. J'ai bien vu aussi en termes de formation, c'était pas une approche pragmatique de la qualité, c'était une approche très normative. Après, bon, voilà, peut-être que tous les masters qualité sont pas pareils. Moi, celui que j'ai fait à l'époque, ça restait quand même très normatif. Donc, je pense que ça a tendance à te formater un peu. Mais malgré tout, moi, je suis pas tombé. Je me suis pas fait avoir par le système. Je suis sorti du système. mais c'est pour ça. Hein. T'es une anomalie, je trouve, Arnaud, là-dedans, parce qu'effectivement, t'as le parcours typique et finalement, c'est peut-être parce que t'es tombé dans le conseil rapidement. Et d'ailleurs, t'as commencé aussi par de management de production et non par de la qualité. Exactement. Et je trouve que quand tu veux faire de la qualité, que tu commences par la qualité, et c'est là où je pense que ça part vraiment comme on l'attend, quoi, normatif, comme tu disais, il faut suivre, c'est marqué, du coup faut suivre. Et en fait, c'est ça. Hein. Moi, je suis persuadé qu'il y a plein de jeunes qui arrivent, qui sont formés, même avec cette formation un peu normative, qui peuvent avoir des bonnes idées, et ils tombent dans le système et ils se font broyer par le système. Parce que dès qu'ils sont sur un site qui dit mais on pourrait faire ça comme ça, non, tu comprends, on a toujours fait comme ça. La procédure elle dit comme ça. Et petit à petit, en fait, au fur et à mesure des années, ils se retrouvent dans un certain carcan, un costume de qualiticien qui est pas du tout taillé pour eux, mais en fait ils ont pas le choix. Et finalement, c'est très difficile d'aller casser ce système. Et quand t'es jeune, quand t'es nouveau. Et les personnes qui vont avoir les manettes pour casser ce système sont plutôt au niveau de direction qualité, sauf que eux, ils ont déjà 20 ans d'expérience dans la qualité, on va dire, et 20 ans sur un site pharma à suivre les mêmes règles, parce que tous les process qualité, tous les modes de fonctionnement, nous on le voit, tous les sites ils fonctionnent pareil. Et quand tu as 20 ans de formatage comme ça, c'est difficile de sortir de la boîte, prendre du recul et de penser différemment. 20 ans de boîte, enfin même de ta naissance jusqu'à la fin de tes études, des fois c'est 20 ans quoi. Donc finalement tu te fais formater super longtemps
à un mode de fonctionnement pendant lequel t'as pas la possibilité de t'exprimer, et petit à petit, en fait, tu te retrouves à baisser un peu les épaules et à accepter que ce soit comme ça et pas autrement, quoi. Ouais, et tu deviens un peu le qualiticien un peu solitaire, parce que justement au début t'as voulu un peu faire des ateliers, j'imagine. Enfin moi c'était mon cas, hein. Tu veux faire des ateliers, impliquer tout le monde justement dans les process, rédiger les procédures. Ah non mais on n'a pas le temps. Ah non mais là machin il est pas dispo. Ah non mais ça va pas être possible. Donc finalement tu te retrouves à être le qualiticien solitaire qui fait tout seul, qui n'a rien à prouver avec personne, et à mettre en place un système qui a été réfléchi par une personne, ce qui n'est absolument pas productif et ni efficace, hein, parce que justement l'idée c'est quand même de travailler de façon collégiale. Mais ouais, je vois un peu cette image du qualiticien qui s'est fait rattraper par le système, et comme tu disais, qui marche la tête baissée, parce qu'il est devenu malgré lui un peu solitaire. J'ai cette image-là en tout cas, moi. Et ce quotidien, c'est de gérer des emmerdes. C'est vrai. Aussi, ouais. Son quotidien, c'est de gérer des emmerdes, quoi. On l'appelle que quand il y a des emmerdes. Alors du coup, quand tu disais, il se retrouve avec un costume qui est pas taillé pour lui, moi je trouve que non, il grandit dans ce costume. Et finalement, il se retrouve parfaitement adapté à ce costume. Ouais, c'est ça. Mais c'est le costume qui a formaté, enfin qui a donné la forme finale du qualiticien, mais pas le qualiticien qui a transformé le costume, quoi. Et il y a un truc super intéressant aussi que tu as dit justement sur celui qui a le pouvoir de changer, c'est effectivement le directeur qualité. Simplement que quand c'est le système qu'il a lui-même construit, c'est son bébé. Si ça fait 20 ans que tu es dans la boîte, en gros c'est que tu as pris part à un sacré paquet de trucs, et du coup en général on construit le système qualité pas qui est vraiment adapté, mais qu'on voudrait qu'il soit qu'on pense qui est celui idéal, alors que finalement le système qualité à construire, c'est celui qui servirait le mieux ton organisation. C'est très compliqué de le faire, et ça, c'est vrai. Et c'est difficile quand tu es arrivé à ce poste-là de reprendre du recul et de dire en vrai ça marche pas ce que j'ai fait, et faut casser un certain nombre de choses, quoi. Moi, je vais quand même compléter un peu ce que tu as dit, parce que tu dis, quand tu as fait 20 ans, tu as participé à mettre en place ce système. Déjà, tu as participé à mettre en place ce système pendant tes 20 ans. On t'a mis dans des projets pour faire évoluer des choses, mais en vrai, c'est pas toi qui as donné forcément l'impulsion, et deux, comment il fallait changer. Ça a été un groupe de travail avec des plus anciens qui ont peut-être dit oui, mais regardez, c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc, tu l'as construit, tu as participé, donc tu te l'es approprié, mais quelque part, c'est pas non plus ta vision de la qualité. Et là où je voulais compléter aussi, c'est même si ça fait pas 20 ans que tu es dans cette boîte, quand ça fait 20 ans que tu es dans des boîtes pharma qui fonctionnent toutes pareilles sur les systèmes qualité, qui manquent cruellement d'innovation sur les process qualité, en fait, que tu sois de l'extérieur ou de l'intérieur, t'arrives, ta vision, elle est formatée, quoi. Ouais, après il y a aussi ce que tu voudrais faire, ce que tu peux faire, et ce qu'il est possible de faire avec peut-être faire tourner le bateau, quoi. Ouais, c'est clair. Et là, moi, je vais. Alors, l'idée, c'est pas de dire oh là là, les qualiticiens, c'est tous des mauvais, ils font n'importe quoi. On pourra en discuter plus tard de ça sur qu'est-ce qui pourrait être différent. Mais je pense que les directions ont aussi un rôle. Et là, je parle pas de direction qualité, je parle de direction de site. Ont aussi un rôle dans la façon dont est vu le qualiticien. Il y a des sites où la direction, elle va ostraciser le qualiticien, et il y a d'autres sites où elle va s'appuyer dessus pour aussi être des leviers de performance. Et cette position de la direction, c'est super important. Oui, mais en même temps, c'est un couteau à double tranchant. C'est-à-dire que si le qualiticien que tu mets à ce poste-là, c'est un normateux. Du coup, tu vas voir une salle. Enfin, tu files les pleins pouvoirs pour faire un truc de norme. Du coup, tu vas tout bloquer, quoi. Ouais, mais pourquoi tu mets un normateux? Parce que pour toi, en tant que directeur, c'est que la qualité, c'est une contrainte. Il faut répondre à des normes. Il faut quelqu'un qui soit capable de s'assurer qu'on réponde aux normes. Et toi, en tant que directeur de site, tu t'es pas dit la qualité, c'est un moyen aussi de progresser. Et sinon, tu mets pas un normateux, hein, si tu penses comme ça. Non, mais c'est vrai. Ouais, mais ça aurait pu être un normateux déguisé en réformateur, tu vois. Ah ouais, alors là, franchement. Tu fais monter en interne, tu vois, j'en sais rien. Mais en fait, c'est ça, c'est un couteau à double tranchant. Et finalement, comme tu l'as très justement dit, les gars, on vient les voir avec des problèmes toute la journée. Puis ils se méfient aussi, en général
de la nouveauté, de l'amélioration, parce que bah, ça va tout casser leur process. Et bah, tu te retrouves justement ostracisé à se méfier de tout et à vouloir pas changer, quoi. Et après, moi, je pense aussi, un des points clés là que j'ai cité, et c'est vrai, hein, c'est que, ouais, mais les qualiticiens, leur quotidien, c'est de traiter des emmerdes. C'est de traiter des déviations, des erreurs humaines, avoir des discussions compliquées avec des clients, gérer des inspecteurs qui sont là pour chercher la petite bête de ce qui va pas. Enfin, tu vois, ils sont tout le temps en train d'essayer non pas d'améliorer, mais de se justifier et de rassurer. Le fait de traiter des emmerdes tous les jours, ça a tendance à te rendre aussi méfiant. Et donc quand je disais traiter des emmerdes tous les jours, c'est les déviations, les erreurs humaines, les discussions clients compliquées, justifier auprès de ton corporate pourquoi ton indicateur il est pas bon, faire face à des inspecteurs qui viennent chercher pourquoi ça va pas et qu'est-ce qui va pas. Et du coup, t'es de base un qualiticien, du coup, dans cet environnement-là, il peut être que méfiant. Alors que la position d'un qualiticien, ça devrait être autre chose que de la méfiance. Ça devrait être créer de la confiance. Mais en fait, dans l'environnement qui est le sien, il devient méfiant. Et il a peur de tout. Il a peur qu'il y a un lot qui sorte sur le marché avec une non-conformité. Il a peur que les mecs en prod ils fassent n'importe quoi. Il a peur de se prendre une remarque en inspection qui soit catastrophique. Il a peur d'avoir le client en face qui lui remonte les bretelles. Et du coup, pour moi, c'est un peu le caractère clé d'un qualiticien aujourd'hui, c'est la peur. Et c'est pas la peur parce que c'est un peureux, c'est la peur parce que tous les jours il est confronté à des emmerdes. C'est pas volontaire, quoi. Ça, c'est important de dire. Dès que quelqu'un essaie de modifier un truc, boum, et ça, il y a une chance sur deux que ça lui retombe dessus, quoi. Exactement. Ah, mais vous avez pas fait ça comme ça. Mais mince. Ah, mais la qualité, vous avez pas bien vu. Ah, et voilà. Et ça, c'est un vrai point, hein, sur le portrait robot du qualiticien. Et quand tu tires la ficelle, quand t'as peur de tout, bah, quand t'as peur. Ouais, quand tu te dis, bah, qu'est-ce qui, ouais, après tu vas forcément te battre contre toutes les décisions en anticipant finalement la charge de travail supplémentaire que tu vas avoir derrière. Et en fait, finalement, tu cherches à tout contrôler. C'est ça. Putain, partout. Trop bien. Tu rejoins exactement ce que j'allais dire. En fait, t'as ce côté comme t'as peur de tout. T'es dans une position où tu n'es pas prêt à accepter le moindre risque, même le risque le plus minime, et t'es dans une illusion de contrôle où tu veux tout contrôler, mais c'est pas possible. Et c'est là où c'est assez intéressant, justement, dans cette réflexion, c'est de se dire, en tant que qualiticien, comment est-ce qu'on peut aider des qualiticiens à prendre du recul et à être moins réticents à la prise de risque? On leur demande pas de se jeter d'une falaise avec un parachute en mode base jump, hein. C'est pas ça qu'on dit. Mais peut-être d'escalader une via ferrata, quoi. Ouais. Non, mais tu vois. Ouais. Après, comme. Vas-y, Chloé. Non, ouais, j'allais dire, ouais, pour moi aussi, le qualiticien, c'est quelqu'un qui sait faire des concessions, enfin, en tout cas, faire les bonnes concessions, mais justement, avec cette notion de vouloir tout contrôler alors, ouais, le mot peur, je trouve qu'il est quand même assez fort, ouais. J'aurais plutôt tendance à dire à appréhender, tu vois, pour mettre une petite nuance. Mais oui, pour moi, le qualiticien, il est censé faire des concessions, mais justement, dans cette logique de vouloir contrôler, en fait, à un moment donné, il dit non à tout parce que il a pas envie de prendre de risques et peut-être qu'il a pas tous les éléments, en tout cas, qui lui permettent d'être plus rationnel. Et pourquoi? Ouais, parce que c'est son tempérament et c'est peut-être l'ancrage et l'historique, ouais, de tout le site, hein, je pense. Mais ouais, le terme de concession est peut-être un peu oublié pour un qualiticien, en tout cas, de servir ses intérêts, mais aussi les intérêts de tout le monde. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, la notion de rationnel, effectivement, en fait, on prend pas forcément des décisions basées sur le rationnel, on va prendre plutôt les décisions basées sur les tripes, sur l'appréhension, sur la peur. Désolé, moi je suis dans l'excès. Mais et du coup, je m'interroge beaucoup sur l'ICHQ9. Bah, tout le monde en parle. L'ICHQ9, gestion des risques, etc.
est-ce que à un moment donné, ça serait intéressant de se poser cette question. L'initiative de cette ICHQ9, c'est quoi? C'est de dire attendez, on est trop, on n'accepte pas le moindre risque, et du coup il faut essayer de doser justement et de mieux évaluer les risques. Ou alors c'est on prend trop de risques, il faut encore plus juguler les risques. Tu vois? Après, dans les risques, t'as aussi prendre la décision avec 80% des informations, quoi. Ça, ouais. Ça. En fait, concession, c'est plutôt, tu prends jamais une décision à 100%, quoi. Non. Enfin, avec 100% des informations, et du coup, tu cherches toujours à t'approcher du 100%, mais sans jamais l'avoir. Et au bout d'un moment, c'est ça, en fait. L'assurance qualité, c'est finalement fut un temps, enfin c'était basé exclusivement sur les statistiques et la représentativité du ton lot, etc. Pour dire voilà, j'ai confiance en ma décision, ça doit être ça, quoi. Ouais, t'as toujours une part d'incertitude, ouais. C'est ça. Et du coup, au final, c'est intéressant aussi ce que tu es en train de dire là par rapport à cette vision-là, parce qu'on parlait beaucoup de illusion de contrôle du qualiticien qui veut contrôler. Et finalement, on reste quand même dans cette historique de l'industrie pharmaceutique, qui est une industrie qui est historiquement le contrôle qualité avant l'assurance qualité. L'assurance qualité, c'est venu bien après. Et je pense que les qualiticiens, ils devraient être plus... En fait, pour moi, le rôle d'un qualiticien, ça devrait être beaucoup plus de construire l'environnement, les méthodes, les process pour être rassuré lui-même, mais aussi les autres. Et donc faire de l'assurance de la qualité en fait et pas du contrôle. Et quand on voit comment ça se passe sur les sites ou comment se passent les contrôles de dossier de l'eau, comment se passe le traitement des déviations, etc. On voit très bien que c'est pas de l'assurance de la qualité, hein, c'est du contrôle qualité. C'est là où il y a Thomas là qui nous a mis un commentaire assez intéressant sur le fait que le responsable AQ, il n'est pas le seul en charge de tout ça, quoi. Et en fait, finalement, c'est tout le monde qui est censé faire ce qui a été, enfin ce qui est mis en place c'est un pour justement ouais. que le gars en charge de la libération à la fin, il puisse avoir confiance. Et ça, effectivement, c'est comme tu as dit, c'est la direction, l'implication de la direction, etc., qui fait que ça découle sur tout le monde. Et l'AQ, c'est là où ça finit, comme ce que tu dis, c'est l'AQ qui finit par essayer de tout faire, de tout contrôler, et il s'épuise et il meurt, quoi. Ouais, mais et d'autant plus la direction, parce que en fait, dès que tu vois, finalement, c'est structuré comment un comité de direction. T'as le directeur prod, le directeur qualité, le directeur supply. Et chacun a son petit objectif individuel d'optimisation de son activité, sans vision commune et objectif global. Ouais, non mais c'est ça. Et du coup, la prod, ça va être de faire du volume. La qualité, ça va être de réduire les déviations. La supply, ça va être de sortir plus de l'eau. Et au final, il n'y a pas un objectif commun, une stratégie commune qui fait que tout le monde se rend compte. Alors attention, hein, on généralise, c'est pas comme ça sur tous les sites. Hein. Moi, j'en ai vu des sites où la prod, la qualité travaillent vachement main dans la main, et ça marche bien. Mais globalement, la tendance, elle n'est pas forcément à ça. Et effectivement, on se retrouve avec chacun a son petit objectif individuel, optimum local. Et souvent, ces optimums locaux, ils vont les uns contre les autres, et du coup, ça crée du tribalisme, quoi. C'est la qualité contre la prod, contre la supply, contre la maintenance. Ouais. Voilà. C'est Game of Thrones, comme tu l'as dit. C'est ça. Et donc notre pauvre, donc nos qualiticiens, il faut pas oublier aussi qu'ils ont un enjeu de libération dans l'industrie pharmaceutique qui rajoute, je trouve, cette composante très anxiogène. Encore une fois, je suis dans l'extrême là, mais à tout parce que je sais pas. Après là, je parle un peu sans trop savoir, mais je me demande dans les autres industries, il n'y a pas cette histoire de libération. La libération, c'est très de certification libération, c'est très industrie pharmaceutique, non? Mais c'est un bon point que tu mets sur la table. Faudrait qu'on demande un de ces quatre. Point qu'on met sur la table aujourd'hui, c'est dingue. Non, mais faudrait qu'on demande. Là, je connais un gars qui travaille dans le nucléaire, qui nous éclaire un peu comment ça se passe la qualité dans le nucléaire. Je serais vachement intéressé parce que ça doit être aussi pas mal anxiogène, j'ai envie de dire, la qualité dans le nucléaire.
Mais et à chaque fois quand je mets un truc sur LinkedIn, il me dit ça se passe pareil dans le nucléaire, ça se passe pareil dans le nucléaire. Et lui quand il pose des trucs, je suis putain, c'est pareil dans la pharma. Donc je suis pas sûr que ça soit lié à vraiment la pharma. Je pense que c'est lié à des industries très cadrées, très normatives. Et en même temps, dans d'autres industries où c'est pas cadré normatif, la qualité c'est un choix. Mais pour autant, c'est un choix des fois qui est pris comme on avait eu l'occasion d'interviewer Benoît il y a quelques années maintenant. C'est un choix qui est des fois pour des raisons commerciales ou des trucs comme ça, donc ça reste toujours un peu subi. Mais comme c'est pas obligatoire entre guillemets, c'est encore plus dur des fois pour les qualiticiens d'embarquer les gens. Moi, je pense que c'est plutôt l'aviation qu'il faudrait regarder parce que le nucléaire, il y a quand même une différence fondamentale, c'est que si tu fais une connerie, c'est ton cul qui explose quoi. Et du coup, finalement, tous les gens qui vont bosser sur le site, ils vont avoir cette conscience de c'est moi la première victime de mon travail. Alors que l'industrie pharma, comme l'industrie aéronautique, finalement, tu fais un truc pour que d'autres gens les utilisent. Et alors c'est là où si tu fais n'importe quoi, c'est pas toi qui vas en payer le prix. Enfin, directement quoi. Ouais, mais là j'ai pas de contact pour interviewer quelqu'un comme ça. Si quelqu'un sur LinkedIn nous regarde, nous entend et a envie. Romuald. Oui, c'est vrai, ouais. Il doit savoir un peu, mais bon. Mais pour en revenir à cette histoire de pression sur la libération, en fait tout le travail de tout le monde, en tout cas tout le travail de tout le monde repose un petit peu finalement sur tes épaules quoi, sur tes épaules. C'est toi qui apportes la dernière signature au travail de tout le monde quoi. Et c'est là où finalement t'es la dernière étape, donc c'est toi qui bloques tout le temps et que tout le monde te déteste parce que tu bloques tout. Ouais, c'est vrai. Ouais, et c'est la priorisation sur le flux au détriment justement des autres process qui font partie de ce système d'amélioration de la qualité et donc qui va engendrer une meilleure efficacité en production, etc. Enfin, souvent c'est toujours toutes les mêmes personnes qui font tout, mais on se rend bien compte que l'organisation flux prime justement sur le reste, alors que le reste permettrait justement d'avoir une meilleure organisation sur le flux. Et ça perd un peu de son sens, je trouve. Mais je sais pas si vous avez compris, c'est ce que je voulais dire. Non. Mais après, du coup, moi, je trouve aussi, justement, toujours lié au flux, à la libération, etc. Finalement, ça a tendance à pousser les qualiticiens, non pas dans l'acte de se justifier sa décision, justifier pourquoi ce lot il est bon, justifier, et pas dans une démarche justement, comme je le disais, de structuration. Comment est-ce qu'on fait pour être sûr? Comment est-ce qu'on se rassure? Et comment est-ce qu'on va au-delà des décisions simples de dire pour se rassurer on va rajouter un contrôle, mais plutôt des décisions peut-être plus compliquées, c'est de dire on va changer notre manière de faire. T'as toujours, en pensant comme ça, t'as toujours un train de retard, quoi. T'attends la connerie qui va te tomber dessus en espérant que tu la vois avant qu'elle sorte. On reste dans une industrie du contrôle qualité. T'es pas proactif, et c'est vrai qu'on dit souvent oui, il faut être proactif, mais qui l'est vraiment sur les sites pharma, il doit y avoir des exceptions, je pense. Un petit tac là. C'est vrai, non? C'est pas moi qui vais te contredire. Non, non, mais après, encore une fois, on généralise, hein. Oui. Mais la notion de proactif versus réactif, clairement, aujourd'hui, dans la pharma, on attend que les problèmes surviennent avant de réagir. Et ça, c'est aussi bien au niveau terrain qu'au niveau qualité. Et je pense qu'il y a... Vas-y. Non, vas-y. C'est aussi l'histoire de l'inspection. Enfin, toi, là, un truc. Le premier moteur de l'amélioration de la qualité dans l'industrie pharma, c'est les inspections et les écarts d'inspection. Ouais. Encore une fois, derrière, qu'est-ce qui se passe? T'attends que l'inspecteur vienne. Bon, ça, on va pas trop le changer pour l'instant. Ça, tiens, on est encore passé. Combien de fois j'ai entendu ça? Pour l'instant, notre truc de prélèvement, il est pas terrible, mais bon, pas pris ça passe par là-dessus. On va pas le changer, quoi. Ouais. Mais c'est ça. Et en fait, on revient à ce qu'on disait, cette vision normative de la chose, tirée par les inspections, versus putain de bordel de merde. La qualité, c'est pas ça, quoi. La qualité, mais moi, je trouve ça passionnant, en fait, la qualité de réfléchir, de construire, de mettre en place des façons de faire, pour être à la fois efficace et en même temps rassurer,
et de réfléchir en permanence comment on va l'améliorer. En fait, la qualité, c'est du lean, hein, c'est de l'amélioration au quotidien, c'est de l'amélioration en continu. Mais non. Et comme tu dis, en fait, c'est de l'amélioration en escalier dès qu'on se prend une remarque d'inspection, et tant qu'on n'a pas la remarque, on va rien faire. Je trouve la qualité, c'est même plus intéressant que le lean pour une raison importante, c'est que le lean, c'est basé sur la connaissance des contraintes et la prévisibilité du système. Tandis que la qualité, du coup, en plus de cette amélioration-là, elle va aussi viser à parer la volatilité finalement de l'environnement en général, quoi. Si tu fais bien ton système qualité, il va être ultra robuste versus le système lean où il va être ultra performant. Et en fait, la robustesse et la performance, finalement, ça se désaligne quand t'es dans un milieu qui fluctue, quoi. Ouais, c'est clair. Et moi, je te rejoins, hein, il vaut mieux être robuste que performant. Surtout dans les temps qui courent. Ouais. Qui court et surtout quand tu fais des médicaments, enfin quand tu fais de l'industrie pharmaceutique, quoi. Le but de l'industrie pharmaceutique, c'est qu'en tout temps, quoi qu'il se passe, on arrive à sortir, enfin à produire quelque chose pour soigner les gens, parce que s'il y a justement le Covid, la guerre, une pénurie générale de trucs, les gens vont continuer à être malades, et c'est le premier truc dont on aura besoin avec l'eau. Et Oui. Non, c'est clair. Mais alors du coup, nos qualiticiens là, ce serait quoi pour toi à ton avis, comment est-ce que les qualiticiens eux se voient? Le dernier rempart avant l'ultime barrière pour filtrer les merdes, quoi. moi si je devais l'œil de Sauron. Illustrer, non, pas l'œil de Sauron. Pour moi, c'est Gandalf. Vous ne passerez pas. T'es face au démon de déviation. De déviation ou de la non-conformité. Je pense que les qualiticiens, ils se voient comme ça. Hein. Et toi, Chloé? Alors moi, j'ai pas d'image, mais je dirais c'est quelqu'un qui se voit comme le garant de la bonne application de ce qui se passe sur le terrain. Alors qu'en fait, c'est pas ça. Enfin, tu dois faire partie de ce système-là pour l'élever, en fait. Tu le portes pas uniquement garant, mais tu soulèves le système et tu fais en sorte que ça fonctionne. T'es pas le porte-garant. Non. Tu travailles justement pour qu'il soit efficace et de qualité, et que tout le monde suive la même marche. Mais en tout cas, il faut pas avoir ce poids, toute sa responsabilité sur ses épaules, et ça revient à tout ce qu'on disait, hein, le contrôle, justement le costume mal taillé, etc. Il faut pas avoir tout ce poids sur ses épaules-là. C'est pas possible. Faut le partager. Faut le partager, ouais. Mais j'ai pas d'image du coup là, je cherche avec une ref. Alors peut-être que tu auras une image sur comment, à votre avis, le qualiticien est vu par la production. Tu vois, moi je pense le roi, tu vois. En gros, c'est Ah ouais, le roi. Ah moi j'aurais pas vu ça. Moi je pense que la production, si je devais l'illustrer, je sais pas si c'est politiquement correct ce que je vais dire, mais ce serait la production, elle verrait le qualiticien comme un mec qui dirait 999, on va rajouter un contrôle ici et c'est comme ça. Après, vraiment genre le gendarme, quoi, le dictateur du contrôle, tu vois. Je pense que c'est comme ça que je pense que la production, elle voit la qualité. Je trouve que le roi, ça c'est et comme le qualiticien se voit et comme la production le voit, c'est-à-dire que c'est lui qui édite les règles et qui les fait appliquer, et finalement qui reste dans son palais. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est mal. vrai. Parce que du coup, tu fais une règle qui est hyper galère. Par exemple, je sais pas, tu fais une règle sur le nombre de fenêtres dans les maisons. Ouais, mais il en faut 3. Et puis, du coup, les mecs en bas, ils font, mais putain, mais comment on va faire, quoi? Et ouais, c'est vrai. Et toi, comment tu vois les qualiticiens, alors? Moi? Ouais. Moi, ça serait c'est anticiper c'est regarder ce qui s'est passé hier. Non, mais comment tu les vois dans leur mode de fonctionnement actuel? Comme les rois aussi? Bah oui, du coup, pour moi, c'est comme ça que ça se passe, hein. Enfin, sauf du coup, je trouve les AQOP. Les AQOP, c'est les héros du quotidien. Ouais. C'est les pompiers.
C'est les pompiers. Ouais, c'est ça, c'est les pompiers du quotidien. Après, du coup, plus tu augmentes, effectivement, plus tu as cette isolation du terrain et cette distance qui est prise et qui est plutôt dramatique, je trouve. C'est Qui ça. se rendent pas compte. Et puis, des fois, il y a des accueils qui sont vraiment forts, qui sont sur le terrain tout le temps, qui vont vraiment faire, qui vont vraiment essayer d'aller améliorer le truc et qui se rendent compte de putain la différence entre ce qui devrait être fait et ce qui est fait. Et ils essayent d'y arriver, mais c'est difficile, quoi. Et c'est difficile. Non, moi j'avais un adage avant, quand on arrivait sur un site, on disait toujours la qualité elle est au fond à gauche. T'as le terrain et la qualité c'est au fond à gauche, tu sais, c'est loin du terrain, quoi. Alors, tu vois, je suis assez d'accord avec ce que tu dis sur les AQUP. Et il y a encore des sites où les AQUP ils sont pas sur le terrain, et dans ce cas-là, pour moi, c'est pas les héros et les pompiers, hein, c'est avec les autres au fond à gauche, quoi. Et trop loin du terrain, loin du terrain fait que t'es pas pertinent. Du coup, tu peux difficilement discuter avec la prod. Tu peux difficilement aussi proposer des choses qui sont pragmatiques et cohérentes si t'es trop loin du terrain, quoi. Non, mais c'est ça, ouais. Mais malheureusement, en fait, la charge de travail et la nature du travail fait que t'es quasiment poussé à être dans ton bureau, quoi. Enfin, toi, c'est c'est vrai. Quasiment ta fiche de poste, elle est quasiment décrite à dire vous restez dans votre bureau et vous lisez des documents ou des dossiers de l'eau toute la journée, quoi. On reprendra, je pense, ce thème. Là, on en est resté la semaine dernière. Faudrait qu'on essaie de l'écouter, de le réécouter avant le numéro pour pas qu'on redise des trucs. Mais c'est vachement cool. En tout cas, c'est un bon sujet. En tout cas, merci à tous pour vos commentaires. Merci à tous pour vos commentaires et de nous écouter, c'est super. Et puis, n'hésitez pas à commenter, à nous envoyer des messages pour savoir ce que vous avez pensé de cet épisode. Parce que c'est vrai qu'on a peut-être chargé la mule, mais en même temps, en fait, on essaie de forcer le trait pour décrire, pour essayer derrière d'améliorer. Et donc, je pense que ça va être intéressant. Carrément. Allez, merci à tous. Merci à tous. Merci, bonne journée.